Bonjour à tous, voici cette troisième vidéo concernant l'analyse des arrêts de la Cour de cassation. Je vous invite tout de suite à récupérer les deux arrêts que nous avons étudiés dans les deux précédentes vidéos, et en particulier le dernier arrêt, celui de la deuxième vidéo, puisque c'est cet arrêt-là que nous allons essayer d'étudier. L'analyse d'un arrêt de la Cour de cassation, elle commence par l'appréciation du contexte. Ici, dans cet arrêt de la Cour de cassation, vous voyez bien qu'on est dans un contexte contractuel, hein. Il y a eu un contrat qui a été signé, et il y a dans ce contrat une clause limitative de responsabilité. Une fois que vous avez compris le contexte, que vous savez ce que c'est qu'une clause limitative de responsabilité, que vous maîtrisez à peu près le droit des contrats, qu'est-ce qu'un contrat et quelles sont les conditions attachées à sa validité, comment est-ce qu'on exécute un contrat, qu'est-ce qui se passe si on n'exécute pas correctement un contrat. Une fois que vous avez maîtrisé un petit peu tout ça, vous pouvez vous lancer dans une analyse. Pour commencer votre analyse, ce que vous êtes obligé de faire, c'est d'abord d'identifier la problématique. Alors souvent, les étudiants sont déroutés par cette première étape. Cette première étape n'est pas si compliquée que cela. Regardez dans l'arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2018, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la Cour d'appel a un avis. Elle décide quelque chose, elle décide que la clause limitative de responsabilité doit disparaître en même temps que le contrat, puisque à partir du moment où le contrat est résolu, le contrat disparaît rétroactivement. Là, je vous renvoie à vos cours de droit des contrats. Il disparaît rétroactivement, donc on doit faire comme si le contrat n'avait jamais existé. Et donc la Cour d'appel avait décidé d'anéantir tout le contrat, y compris la clause limitative de responsabilité. La Cour de cassation, vous le voyez tout de suite après, elle annule la décision de la Cour d'appel, et donc elle n'est pas d'accord, et elle explique pourquoi. Et donc vous voyez bien qu'il y a deux positions qui sont divergentes. Eh bien, la problématique, c'est tout simplement la question de savoir qui a raison. La Cour d'appel, elle explique quelque chose, a-t-elle raison? La Cour de cassation explique quelque chose, a-t-elle raison? C'est pareil dans les arrêts de rejet. Quand vous regardez les arrêts de rejet, vous avez une position qui est défendue par le demandeur dans les moyens, eh bien vous devez utiliser cette position pour pouvoir formuler votre problématique. Alors c'est sûr que le problème de la formulation de la problématique, c'est quelque chose d'un petit peu plus délicat, on va dire. Je vous donnerai un conseil pour ceux qui n'arriveraient pas à formuler une problématique et qui se retrouveraient dans l'impasse face à leur copie. Je vous invite tout simplement à prendre justement l'une des positions, position du demandeur, position de la Cour de cassation ou position de la Cour d'appel, et de la mettre sous forme interrogative. Votre analyse, c'est d'essayer de déterminer qu'est-ce que l'arrêt que vous devez étudier va nous apporter. Qu'est-ce qu'il apporte dans le droit positif français? Pour ça, il est vraiment très important que les étudiants comprennent bien et maîtrisent bien la notion de jurisprudence. En analysant, en reprenant cette décision que vous devez étudier, vous allez essayer de remarquer si il y a quelque chose de nouveau qui est apporté par la Cour de cassation, ou au contraire, s'il n'y a rien de nouveau, qu'il s'agit simplement de rappeler des règles jurisprudentielles qui étaient déjà édictées, ou éventuellement, si l'arrêt nous apporte des précisions, il peut y avoir carrément ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence. Il est possible que la Cour de cassation décidait dans un sens il y a quelques mois de cela, et tout d'un coup change d'avis. Ce qu'on appelle effectivement un revirement de jurisprudence. Alors pour ça, il faut faire aussi attention à beaucoup de choses. Peut-être qu'il n'y a pas de revirement. Peut-être que cette chose qui entre en contradiction, cet arrêt qui rentre en contradiction avec un autre arrêt, c'est un arrêt qui est rendu par une chambre différente. Donc faites bien attention. Si c'est deux chambres différentes, c'est possible que deux chambres différentes aient des positions différentes. Donc du coup, faites attention, il n'y aura pas forcément de revirement. Il y a un conflit en jurisprudence, mais il n'y a pas forcément de revirement. En revanche, s'il s'agit de la même chambre qui avait rendu une décision contraire précédemment, ou éventuellement, vous savez que les chambres peuvent se réunir, justement quand les chambres ne sont pas d'accord, on va essayer de les réunir en chambre mixte,
on va essayer de les réunir pour qu'elles puissent rendre une décision plus impactante. Et justement, s'il y a un revirement, asseoir ce revirement, c'est important de le souligner. La Cour d'appel a décidé, dans cet arrêt, de ne pas appliquer la clause limitative de responsabilité, et elle explique qu'elle n'applique pas cette clause limitative de responsabilité en disant tout simplement, le contrat, il est résolu, et puisqu'il est résolu, il disparaît totalement, il est mort le contrat, et puisqu'il est mort, il n'y a pas de raison d'appliquer une clause qui figurerait dans ce contrat. C'est d'ailleurs ce que décidait la Cour de cassation avant, notamment dans la première vidéo. Vous avez un arrêt de 2010 qui explique clairement, la Cour de cassation explique clairement que la clause limitative de responsabilité, elle disparaît. Qu'est-ce qu'on voit en 2018 ? On voit que la chambre commerciale, c'est-à-dire la même chambre que la chambre qui avait rendu la décision dans l'autre sens, la chambre commerciale, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle change d'avis. Elle fait, effectivement, ici, un revirement de jurisprudence. Alors maintenant, il s'agit pour vous d'essayer d'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce que la Cour de cassation, la chambre commerciale de la Cour de cassation ici précisément, change-t-elle d'avis ? Il faut l'expliquer. Et c'est ce qu'on attend de vous dans l'analyse des arrêts de la Cour de cassation. Alors pour analyser, comment vous allez faire ? Vous pouvez déjà, dans un premier temps, par exemple, essayer de regarder ce qui se passe lorsqu'il y a une résolution du contrat concernant d'autres clauses que la clause limitative de responsabilité. Peut-être que les arrêts de la Cour de cassation ne vont pas dans le même sens concernant d'autres clauses que la clause limitative de responsabilité. Pour ça, vous devez aller regarder dans vos cours, essayer de voir éventuellement dans des recueils de jurisprudence comment est-ce que la Cour de cassation statue concernant, par exemple, des clauses pénales, concernant, par exemple, des clauses compromissoires, concernant, par exemple, des clauses attributives de juridiction. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que concernant, par exemple, la clause compromissoire, ou c'est-à-dire une clause qui a pour but de désigner un arbitre. Je ne rentre pas dans le détail, je vous renvoie à vos cours ou à des ouvrages. Ou concernant la clause attributive de juridiction, qui a pour but de désigner telle ou telle juridiction en cas de conflit, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la Cour de cassation considère, concernant ces clauses-là, que s'il y a une résolution du contrat, eh bien, ces clauses, elles survivent. Alors vous pourriez, par exemple, justement, en mettant en évidence ces jurisprudences concernant ces clauses-là, vous pourriez mettre en évidence le fait que, tiens, la Cour de cassation a décidé de s'aligner sur ces jurisprudences concernant des autres clauses que la clause limitative de responsabilité. Mais le problème, c'est que ça peut peut-être pas suffire, parce que la clause limitative de responsabilité, c'est pas une clause compromissoire, c'est pas une clause attributive de juridiction, c'est pas le même but. Ces deux clauses-là sont des clauses, on va dire, de procédure, et donc qu'elles soient à part, on pourrait se dire, éventuellement, quand on signe le contrat, on a une clause qui est un peu à part, c'est comme si on signait un petit contrat à côté, et donc, puisqu'il est un petit peu à côté, il est indépendant, il est autonome, et donc quand on annule le contrat principal, on ne va pas annuler le contrat secondaire, c'est-à-dire cette petite clause qui serait ajoutée au contrat. Donc vous voyez que là, pour la clause limitative de responsabilité, c'est pas tout à fait ça, c'est une clause qui s'intègre bien dans le contrat, et elle s'intègre tellement dans le contrat que c'est là que vous devez essayer de bien réfléchir à trouver pourquoi est-ce que la Cour de cassation, elle est finalement logique quand elle change d'avis. Peut-être que d'ailleurs, il y a justement eu beaucoup d'articles de doctrine, c'est le cas, qui expliquaient que la position de la Cour de cassation, avant justement ce revirement de 2018, était une position qui était pas très logique, pas très cohérente avec le but justement de cette clause, qui est la clause limitative de responsabilité. Justement, c'est quoi une clause limitative de responsabilité ? C'est une clause qui va permettre à celui qui est défaillant de limiter sa responsabilité, c'est-à-dire à payer moins de dommages et intérêts que ce qu'il aurait payé s'il n'y avait pas eu de clause. Peut-être que vous n'auriez jamais conclu
le contrat s'il n'y avait pas eu de clause limitative de responsabilité, justement. Et là, on avait la Cour de cassation qui, en cas de défaillance, donc justement quand vous avez la vocation de la clause limitative de responsabilité à s'appliquer, la Cour de cassation disait « Ah bah non, bon finalement, on va pas appliquer la clause ». Ce qui était totalement illogique. On prévoit une clause pour se protéger si jamais il y a un problème et une défaillance. Quand on résout le contrat, qu'est-ce qui se passait? Il suffisait juste donc de résoudre le contrat. Hein. Si on se contentait de demander des dommages et intérêts, eh ben effectivement, on appliquait la clause. Mais si jamais l'une des parties disait « Ah bah non, moi je veux résoudre le contrat ben qu'est-ce qui se passait? Vous pouviez demander beaucoup plus de dommages et intérêts que si vous n'aviez pas demandé la résolution du contrat. Il est donc logique que si on demande la résolution du contrat, après, eh bien cette clause-là, elle demeure, elle survive. Voilà ce que j'avais à dire sur l'analyse des arrêts de la Cour de cassation. Très bien, bah écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis donc à la prochaine fois.